Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Squeak Talk. Tous nos commentateurs sont là pour débriefer l'actu basket de la semaine dernière et de la semaine à venir, évidemment. Nicolas Bayou, Jérémy Baker en plateau avec moi. On a Nils Sonimus à distance également aujourd'hui. Bonjour messieurs. Salut Fred. Bonjour. Je tiens à préciser que je vote contre Nils cette semaine. Je ne l'ai pas trouvé assez actif sur le camp et je l'ai vu manger tout le riz. Il n'y a plus rien comme réserve, donc je vote contre lui. Je trouve que c'est une attaque gratuite, Fred, et je réclame un point bonus au quiz en compensation de cette agression. Il y aura peut-être des points bonus au quiz tout à l'heure. Le peut-être est important. Mais d'abord, parce que le quiz c'est loin, c'est la fin de l'émission. Je sais que vous l'attendez, je sais qu'il y a une suprématie en jeu. Mais d'abord, on parle du trade de la semaine, de l'année, du mois, je sais plus. C'est donc le trade de l'année, on va dire ça comme ça, peut-être de la décennie. Evan Fournier au Panathinaikos, c'est Mathias Le Sort à l'Olympia. Ah non, pardon, c'est pas la bonne fiche. Non, pardon, Luka Doncic, évidemment, aux Lakers. Hop, il a mis la casquette comme ça et échangé contre Anthony Davis. On dirait vraiment que tu viens de te faire drafter par les Lakers. Là. Je suis bien ou pas là numéro 1, Fred Mazias, direct. Je prends, tu vois, j'avais mon bleu Dallas, en dessous il y a le jaune Lakers, ou le or Lakers plus précisément. Un trade qui a réveillé tout le monde dimanche matin, à part moi évidemment parce que je dors un petit peu plus tard, mais ça vous a réveillé vous dimanche matin ce trade ? On a tous cru une blague, c'était vraiment un poisson d'avril. Hein. Beaucoup de gens ont annoncé cette formule, mais ouais, c'est un truc qu'on n'attendait absolument pas. Personne n'était au courant, à part 2-3 personnes, si j'ai bien compris. C'est une claque pour toute la NBA, tout le monde du basket, parce que tu as l'impression que personne n'est intouchable finalement. C'est une claque qui réveille un peu l'engouement aussi autour de cette saison régulière en plein milieu. Qui questionne, qui réveille l'engouement, qui montre que tout peut changer comme ça à la mi-saison, qu'on peut transférer l'un des 3-4 meilleurs joueurs de la ligue alors que c'est un jeune joueur. Donc ouais, c'est une grosse claque pour tout le monde. Ouais, évidemment, c'est une énorme claque. Je me suis réveillé, c'était dimanche matin, c'est ça ? Mm-hmm. Ouais, on s'est demandé si Shams avait trop bu le samedi soir, si c'était mal réveillé, je sais pas. Mais en toi, tout cas, tout de suite, tu vas sur attention, il y a abus d'alcool et tout. Franchement, on s'est posé des questions, mais c'était improbable. Nils, toi aussi, dimanche matin, petit choc au réveil ? Ouais, la formule de Nico, c'était vraiment la bonne, genre poisson d'avril. Moi, je me suis réveillé, j'ai eu la news, j'ai dit « Attends, mais on est en avril, là ?» Non. Mais c'est ça qui est bien dans ce trade. Moi, c'est peut-être la partie que j'aime le plus, en fait, c'est qu'on l'a pas vu venir. C'est une vraie surprise. Ces dernières années, tu avais toujours Shams ou Woj qui sortaient les infos en avance. Franchement, ça cassait un peu le truc. Limite, tu avais l'impression des fois que tu as des news qui tombaient, qui influençaient le trade qui allait arriver. Là, que ce soit sorti de nulle part, c'est limite, c'est cool. C'est cool, mais est-ce qu'il y a un gagnant ? Est-ce que ça rapproche les Lakers ou est-ce que ça rapproche Dallas du titre qui est finalement le seul objectif c'est difficile, c'est très difficile, l'avenir le dira. Certains vont dire que ce sont les Lakers parce qu'ils récupèrent un jeune joueur qui va bâtir l'après LeBron James. D'autres vont dire que c'est Dallas parce qu'ils perdent peut-être leur meilleur joueur, mais ils perdent un style de jeu. On veut reconstruire sans Luka Doncic, qui n'est pas le plus grand défenseur de la planète. Mais j'ai envie de dire quel désaveu pour un joueur, quel désaveu pour Luka Doncic de ne pas avoir été mis au courant, de se faire transférer quand tu es le franchise player d'une équipe comme Dallas, que tu es finaliste NBA. Wow, lui, il s'est pris une énorme claque. Nous, on a tous été surpris, mais alors lui, il s'est pris un uppercut. C'est incroyable, parce qu'il a dû ressentir, on l'a trahi quelque part. Parce que tu regardes dans l'évolution de Luka Doncic, depuis qu'on l'a vu démarrer au Real, il n'y a pas eu de stop finalement dans son évolution, elle a toujours été constante. Là, tu fais, mais comment on passe de il t'emmène en finale NBA il y a quelques mois à non, on n'en veut pas, il défend pas, on en doute et tout. C'est assez incompréhensible en 6 mois d'avoir cette évolution à Dallas. C'est ce qu'on saura peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est qu'on n'a pas toutes les coulisses de ce trade, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une question de défiance, de confiance envers Luka Doncic sur son hygiène de vie, sur son travail, sur sa défense, sur ses blessures. C'est un joueur qui quand même commence à être blessé, alors que c'est un joueur qui est assez jeune. Donc on en saura peut-être plus, mais il ne faut pas oublier qu'avant d'arriver au NBA, il y avait beaucoup de doutes sur lui. Est-ce qu'il y a toujours ce vieux réflexe chez les GM américains de douter des capacités d'un joueur européen qu'on connaît peut-être moins au départ ? Luka, je pense pas quand même. J'ai envie de dire, il a tellement prouvé, il a ramené son équipe jusqu'en finale. Je pense qu'il n'y a aucun GM maintenant qui va se dire ouais, est-ce que Luka, machin. En fait, quand tu te débarrasses entre guillemets d'une superstar il a quoi, il a 25 ans, Luka ? 25 ans.
Dans un trade, pour moi, le seul argument, étant donné qu'il t'a déjà ramené en finale, est entre guillemets extra sportif. Sauf qu'on sait que dans le vestiaire, ça se passait plutôt bien. Il n'y avait pas de problème vraiment de cet ordre-là. Donc, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'ils avaient un petit peu peur, un petit manque de confiance sur les blessures. Là, on voit Sambolé, c'est revenu quelques fois. Apparemment, il y aurait quelques doutes sur sa forme physique. Il revient souvent hors de forme. Pareil, il y a eu cette petite histoire du contrat, etc. Mais j'ai envie de dire que le front office, en tout cas des Mavs, en tout cas de ce qu'ils ont dit, ne regrette pas du tout leur trade. Tu comprends qu'on doute d'un mec qui t'emmène en finale NBA? Non, moi je peux pas comprendre ça. C'est comme si les Bucks s'étaient séparés de Giannis avant d'être champion, quoi. Moi je comprends pas ça. Autant les Lakers, tu dis que sur le. Certes, ils ont plus du tout de pivot. Voilà, leurs intérieurs, c'est Christian Koloko, Jackson Hayes. Bon, tu vas pas faire grand chose cette saison. Après, est-ce qu'ils ont envisagé d'aller au bout cette saison? Ils n'ont peut-être pas fini de bouger non plus, hein, les Lakers. Parce que ça a sûrement pas fini de bouger. Je peux pas finir la saison sans pivot, c'est pas possible. Ouais, sûrement. Mais non, franchement, incompréhensible. Les Lakers qui, sur le long terme, sont forcément gagnants. En tout cas, c'est ce dont on a l'impression. Ils n'ont même pas lâché de tour de choix de draft. Tu veux que je te redonne complètement le complètement. truc? Les Lakers reçoivent donc Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris. Dallas reçoit Anthony Davis, Max Christie, un premier tour de draft 2029. Un seul. Un premier tour de draft 2029. Et il y a Utah aussi qui est dans ce trade qui reçoit Jalen Hood-Schifino et 2 seconds tours de draft. Donc incompréhensible. Lunaire. Nils, est-ce que tu comprends la défiance de Dallas qui se sépare de sa superstar, d'une superstar de 25 ans, d'une superstar qu'il a amenée en finals et qui, alors ok, défend peut-être pas, mais offensivement, est peut-être dans les, allez, je vais te faire large, 5 meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui. Alors quand tu le regardes de l'extérieur, tu te dis, bah non, je comprends pas, mais le seul truc où tu dis, bah, c'est peut-être, comme Jérémy le disait, dans le vestiaire ou l'extra sportif. Et c'est totalement ça. Alors, j'ai été chercher les infos un petit peu et il y a un grand insider, Stephen Brown, il s'appelle, non, Stephen Brown, je crois, qui était avec le Stephen Brunch ce week-end et qui a eu les infos via un membre du staff de Dallas et qui expliquait que, bah, en fait, ça, déjà, le front office de Dallas, les dirigeants, ont changé. Il y a Mark Cuban qui était actionnaire majoritaire, qui a vendu la plupart de ses parts, et le nouveau actionnaire majoritaire, bah, ils n'étaient pas comme Mark Cuban, totalement fan de Luka Doncic, qui lui laissait passer tous ses écarts en dehors du terrain. Stephen parlait notamment de certains entraînements où il arrivait et il parlait à aucun de ses coéquipiers de tout l'entraînement, pas un mot. Et les nouveaux actionnaires majoritaires, disait Stephen, ils laissent plus passer ça, donc ils en ont eu marre. Ça, plus l'hygiène de vie, où tu te dis, bah, tu sais pas si dans le futur ça va durer longtemps, si Luka Doncic va t'assurer un futur sur 10 ans avec son hygiène de vie. Bah, tu te dis, ouais, on va chercher Anthony Davis, qui est quand même un beau complément basket. On peut parler un peu de basket aussi, mais il récupère pas n'importe qui, Dallas. Donc, parlons de basket, Nils. Pour toi, finalement, je te comprends, Dallas, c'est gagnant. Oui, moi, alors sur le court terme, oui. Peut-être sur le long terme, ça, on peut pas le savoir maintenant. Les Lakers, ça sera un peu plus... Ça sera mieux mais que Dallas. C'est quoi le court terme, Nils? Parce que le court terme en NBA, à part gagner le titre, il y a quoi? Il n'y a rien d'autre? Est-ce que Anthony Davis, solide, oui, mais est-ce que ça t'amène au titre? Bah, faut voir comment la mayonnaise va prendre et comment le collectif va s'articuler. Mais quand tu as comme base Kyrie Irving, Anthony Davis, qui sont deux joueurs qui défendent, qui peuvent l'un t'apporte des points à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Anthony Davis qui t'apporte une énorme protection de cercle. À côté de ça, tu as Klay Thompson qui est quand même toujours un sacré joueur, plus quelques joueurs de complément pour peu que tu aies des défenseurs, des 3&D. Bah, tu as un effectif qui, pour moi, oui, est taillé quand même pour voyager en play-off. Jérém, le titre horizon envisageable pour Dallas? Non, pour moi non, peut-être avec cet effectif-là il y a 10 ans, avec le Kyrie de 2016, le Klay Thompson de 2016, tout ça peut-être. Ils ont des éléments intéressants à l'intérieur, du Derek Lively, il y a des bons joueurs dans ce style-là. Pour moi ça va être trop léger, surtout à l'ouest. T'as OKC, t'as les Rockets cette saison, ça a l'air fort. Je les vois pas du tout aller au bout cette saison, donc le trade je sais pas trop quoi il sert. Oui, ça le problème, c'est que t'as l'impression qu'ils se renforcent finalement, même en perdant Luka, ils gagnent de la défense, mais il y a tellement de monde à l'ouest que ça ne peut pas suffire.
Déjà, est-ce qu'ils vont aller loin dans les playoffs? Ça sera aussi premier élément de réponse. Est-ce que ça va effectivement prendre assez vite? Est-ce que c'est pas aussi surtout une opération business qu'ils ont voulu faire, de mettre le sportif de côté? Parce qu'il y a ce fameux super max contrat qu'ils vont pas signer. Il était éligible pour 5 ans, c'est ça le Supermax, j'ai oublié, mais 345 millions de dollars en tout cas. Et au passage, Luka Doncic perd énormément d'argent, je crois qu'il perd environ 200 millions de dollars par rapport à ce contrat, plus les impôts qui sont beaucoup plus importants en Californie qu'au Texas où il y avait 0% d'impôts, donc il gagnait tout. Donc est-ce que c'est pas plutôt du business que les Mavs ont voulu faire, à côté en plus du comportement de Luka Doncic qui n'était pas irréprochable? Bien sûr. Est-ce que c'est une vision vraiment à long terme pour essayer de se renforcer dans 1 an, 2 ans? Parce qu'Anthony Davis, il a quand même 32 ans, donc, et puis c'est pas un joueur non plus qui va pas faire quelques visites à l'infirmerie de temps en temps quand même. C'est Mark Cuban qui disait en 2020, je crois, il disait si vous me demandez de choisir entre Luka Doncic et ma femme, vous allez me retrouver au bureau de mon avocat en train de signer les papiers de divorce. Il doit avoir un peu le seum d'avoir lâché la franchise. Il peut garder sa femme, du coup, tranquillement. Il pourra En garder. même temps, est-ce que c'est pas le choix de la sagesse finalement? Enfin, Luka Doncic, on le dit, chaque été il arrive, il a du surpoids, et le comportement sur le terrain, on dit souvent, il est pénible, mais surtout l'hygiène de vie. Est-ce que tu as envie de donner un supermax et autant de thunes et investir le futur entier de ta franchise sur un gars qui prend pas le professionnalisme et le basket professionnel tant au sérieux que ça? Moi, je suis pas sûr. Il y a 2 trucs. Il y a le côté romantique de te dire tu as été le chercher à la draft, tu as été le chercher par rapport à Atlanta, ce ne sera donc pas une question du quiz, dans un semi-échange avec Trae Young. Tu en as fait le visage de ta franchise pendant 7 ans. Tu t'es dit, et dans une franchise où il y a eu Dirk Nowitzki, tu te dis c'est le visage pour 20 ans. Les fans se sont associés à son image, ils vivent comment dire, la vie NBA au travers de Luka Doncic et un peu moins au travers de Dallas finalement. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté romantique qui joue pas aussi et te dire que, alors oui, il y avait beaucoup d'argent en jeu, mais est-ce que tu ne pouvais pas convaincre Luka Doncic à un moment donné de faire un effort, si c'est ce que tu lui reprochais, tu vois, parce que depuis 7 ans, c'est le visage de ta franchise. Oui, parce que tu peux très bien, le staff des Lakers, le front office, ça peut se dire, mais on va déplacer le problème Luka Doncic avec tous ces problèmes de comportement, de blessures. Pourquoi Dallas ne l'a pas convoqué en lui disant, voilà, on a un souci avec toi, il va falloir que tu fasses une meilleure hygiène de vie, que tu fasses attention à ta nutrition, les blessures commencent à arriver, donc il va falloir que tu joues peut-être un petit peu moins, etc. À le gérer un peu plus. C'est quand même radical. Peut-être que ça a été fait, hein. Peut-être que ça a été fait, ça, on ne sait pas. Il y a eu le père de... Ça n'a pas explosé du jour au lendemain, c'est que ça s'est construit petit à petit, une certaine frustration vis-à-vis de ça. Ouais, le père de Luka Doncic, lui, a été plutôt dans l'autre sens. Il a dit ils nous ont trahis, la confiance qu'on avait en eux, elle disparaît évidemment. Donc il faut voir effectivement qu'est-ce qui se cache derrière ce trait. Ouais, mais c'est l'histoire des deux camps, tu vois. C'est comme Jérémy, il dit que j'ai bouffé tout le riz, moi je vais te dire que je ne l'ai pas bouffé, donc ça revient au même. Parlons des Lakers, plutôt que de parler de riz, on va beaucoup parler des Mavs. Les Lakers récupèrent Luka Doncic aux côtés de LeBron James. Il n'y a plus de poste 5, ça tu l'as dit. C'est le gros problème de cette équipe, de cette franchise maintenant. En revanche, il va y avoir un sacré boost des ventes de maillots. Encore plus. Il va y avoir pendant des années à LA un Luka Doncic dont le jeu correspond à l'image qu'on se fait d'Hollywood. Pour les Lakers, c'est effectivement l'avenir. Si tu tiens Luka Doncic dans ce côté basketteur pro jusqu'au bout, c'est une signature qui est quand même hallucinante à ce niveau-là. Et je sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que... Est-ce que c'est tout bénef pour LA, en fait? Moi, je pense que oui. Pour moi, ça doit devenir la nouvelle image non seulement d'LA, mais peut-être de la NBA tout court. Quand tu vois tous les franchise players qui sont passés par là, entre Karim, Magic Johnson, Kobe, Shaq, LeBron, de dire que le prochain, ça peut être Luka, en vrai, moi, je trouve ça super excitant. Ce qui est bien peut-être, c'est qu'il va vivre les dernières années de LeBron. Ouais. Il n'aura pas toute la pression sur ses épaules. C'est ensuite qu'on va lui demander d'aller chercher le titre. Parce que quand tu es aux Lakers, tu vas chercher les titres. Luka, LeBron, ça marche sans problème. Il n'y a pas de souci pour vous. Je pense qu'ils s'entendent très bien. Comment est-ce que tu fais ça au niveau basket? Qui joue 1, qui joue 3, qui a le ballon en main? Qui monte les ballons?
Moi, je pense que Luka va monter les ballons. Luka va prendre les ballons au départ. Et puis après, t'as les deux qui peuvent finir tranquillement, quoi. Nils? Mais personne parle de la défense, quoi, parce que les trois, quand les deux... On y arrive, une terrain, seconde. Les trois qui seront à côté, j'espère qu'ils ont du cardio, hein, parce qu'il va falloir défendre sur 5 mecs à 3. C'est bon courage, les gars. Donc toi, c'est vraiment la grosse interrogation, ça reste la défense, et t'es dans le même moule que les propriétaires de Dallas, finalement, et que le GM de Dallas, quoi. C'est la défense de Luka, elle t'énerve. Bah après, est-ce que tu associes les deux sur le terrain? Comment tu couvres? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres moves qui vont arriver? Parce que, on le disait, le secteur intérieur, il est catastrophique. Jackson Hayes, c'est gentil, hein, mais bon. Donc, Mais t'es obligé d'associer les deux, non? T'es obligé d'associer les deux. Bah moi, oui, enfin, on va vouloir le voir, mais défensivement... Gros, t'es prêt à prendre combien de points par match? Alors, tu vas peut-être en mettre beaucoup, mais bon... Il y a du Keith Morris et du Maxi Kleber aussi. Hein. Oui, Maxi Kleber et Markieff Morris, effectivement, qui arrivent, mais tu as dit c'est le poste 5 le problème. Ouais, c'est le poste 5. Là, tu te retrouves avec Koloko, Jackson Hayes et. Est-ce que tu vas pas avoir un renfort qui va arriver prochainement? Je pense que là, ils sont en train. Ils ont pris Luka Doncic parce qu'il y a eu cette offre de Dallas. Tu sautes dessus, puis après, tu réfléchis à ton équipe sur le tard, j'imagine. Finalement, l'échange qu'ils font, il y a qui en monnaie d'échange pour aller chercher un autre joueur en fait? Parce que là, tu as Doncic LeBron qui te flingue ta masse salariale. Derrière, tu vas chercher qui va te permettre d'aller chercher un joueur? Ouais, mais LeBron, tu l'as plus dans combien de temps? Tu considères qu'il joue quand même encore quoi? Une saison? 2 saisons, c'est le maximum, je pense. Le maximum, on ne sait plus avec LeBron, mais dans 2 ans, Luka aura 27 et ce sera lui aux commandes. Ouais, mais du coup, LeBron, il se part et tu récupères rien. Genre, juste, c'est signé du free agent. Bah, tu récupères du cap space quand même. Quand LeBron ne sera plus là, tu auras quand même de quoi aller chercher des joueurs. Donc, faut que tu aies un free agent qui a envie de s'associer à Doncic. Faut que tu tombes sur une bonne free agency où tu as des mecs libres. Moi, je dis la solution, tu reprends Armel Traoré, poste 5 des Lakers. Ça peut marcher. Ça va jouer effet domino, tout ça, puisqu'on voit que De'Aaron Fox a signé aux Spurs également, que Sidi Sissoko est parti aux Kings dans l'échange. Vous voyez un effet domino très rapide en NBA. Avant la trade deadline, ça arrive, mais il peut se passer des dingueries. Bon, chaque année, il se passe 2-3 dingueries en vrai. Mais, non, mais est-ce qu'il peut y avoir vraiment, soit dans la mesure, il n'y aura pas un transfert comme ça, je n'imagine pas un autre transfert dans ce genre-là, un autre échange, mais tu vois, est-ce que ça peut vraiment avoir un effet domino et provoquer quand même des gros noms, pas d'autres superstars, mais des gros noms qui peuvent modifier le paysage à NBA en 5 jours là? On ne sait pas, on parlait tout à l'heure de Giannis, on sait qu'il y a eu quelques petites rumeurs comme ça, mais très très légères de réflexion à le voir partir, que ce soit lui ou l'organisation des Bucks. Donc il peut se passer aussi tout et n'importe quoi en fait, quand on voit ce qui se passe avec Luka Doncic qu'on pensait intouchable. Qui est intouchable encore? Wemby? Jokic? Wemby, c'est sûr. Jokic? Wemby, c'est le seul pour moi. Tu vois pas, même pas un Jokic, toi. Jokic n'est pas intouchable. Non. Ok, petit nom. Donc, non, oui, en soi, tu pourrais dire que oui, mais ça fait un moment qu'il est à Dallas, alors il a gagné un titre. Mais quand tu vois que Doncic, il est échangé une année après avoir atteint les finales NBA, tu te dis que Jokic, ses finales, son titre, ça commence un petit peu à dater. Est-ce que Denver, à un moment, on va pas se dire, bon, bah, tant qu'il vaut cher, est-ce qu'on va pas chercher un bon package, tu vois? Donc tu te dis, il est peut-être pas si intransférable que ça. Ouais, après, je pense que c'est le profil de Luka Doncic qui dérangeait les Mavs. Hein. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est l'hygiène de vie, les blessures à répétition, le mec qui s'investit pas forcément comme il faut dans une franchise. Tu vas lui signer peut-être un super contrat hyper cher pour ton salary cap. Donc, je pense que ça n'est pas exactement la même chose qu'avec Nikola Jokic. Parce que lui, tu peux avoir un peu plus de temps, quoi. Vous nous dites en commentaire si vous aussi vous êtes choc-barre, comme dirait Ali Traoré, de ce trade. Avant de passer au fast, en Euroleague, ça donnerait quoi? C'est quoi l'équivalent Euroleague de ce transfert à Luka Doncic en Anthony Davis? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Mathias Tesor et Evan Fournier qui swappent entre Pana et Olympiakos. Ouais, c'est un peu ça. Hein, Mike James, Sacha Vezenkov, quelque chose comme ça.
Ouais. Un jeune joueur qui remplace, qui Vezenkov est tradé. contre Tavares. Ouais. Pour prendre les positions, peut-être. Ça peut être ça aussi, ouais. Pour du lourd, quoi. Du lourd. Et quelque chose qui peut choquer l'Europe et le monde. C'est ce qu'a fait ce transfert entre Luka Doncic et Anthony Davis. Tiens, on va reparler, puisque tu voulais insister dessus, Nils, du trade des Spurs et de De'Aaron Fox dans le Fast. Le Fast. Je vais libérer mon cerveau et remettre la casquette ici tranquillement sur le canapé. Le Fast pour revenir sur toutes les actus de la semaine en Euroleague, dans le monde du basket, tout simplement. Nils, le transfert de De'Aaron Fox, on en a parlé rapidement. Tu trouves que les Spurs ont bien taffé pour récupérer un gros joueur ? Oui, très bien. Tu le récupères sans lâcher Devin Vassell, sans lâcher Jeremy Sohan, sans lâcher Keldon Johnson, sans lâcher Stephen Castle. Enfin, c'est presque inespéré, finalement. Tu lâches des tours de draft. Après, est-ce que c'était le meilleur fit à côté de Wemby ? Je suis pas persuadé, mais vu le prix, ça se prend et limite après t'en refais une monnaie d'échange pour aller chercher un autre joueur, quoi. Ça vous plaît, De'Aaron Fox aux Spurs ? Ouais, ça va être sympa, ça va très vite. En transition aussi, ça va apporter pas mal. Souvent, ça bat le premier défenseur. Et derrière, on sait que quand l'aide va venir, Wemby, ça va être proche du panier pour être servi. Donc ça peut être intéressant. Ouais. Ouais, c'est un super coup encore du staff, du front office des Spurs, de récupérer un joueur effectivement un très très bon scoreur, un bon meneur. Est-ce que ça va matcher maintenant pour lui et avec Victor, c'est ce qu'on espère. Mais effectivement, comme le disait Nice, il perd pas Chris Paul. Donc voilà, la base reste là, solide, avec l'ajout d'un super joueur. Et ça fait pas un énorme transfert, mais quand même, on a Zach LaVine qui bouge. Zach LaVine qui va aux Kings, ouais. Ça, c'est aussi un beau mouvement. Et Sidi Sissoko sera aux Kings. Sidi Sissoko qui a bien fait d'avoir les NBA Paris Games un petit peu avant. Comme ça, il peut bouger tranquille maintenant. C'est bon. Il a joué en France. On revient en Euroleague, messieurs. Mike James qui est à 11 points d'arriver à la barre des 5000 en Euroleague. On espère que ça va être cette semaine, évidemment, sur Squeak. Est-ce que c'est anecdotique, puisque maintenant, le titre de meilleur scoreur est assuré pour quelques années encore ? Est-ce que c'est remarquable ? Est-ce qu'il manque un titre pour valider tout ça ? Est-ce qu'il n'y en a pas besoin ? Mike James, 5000 points. C'est un record que peut-être personne ne battra, puisqu'on n'est pas comme en NBA où c'est compliqué d'arriver à ce record de 5000 points. Donc c'est un très très grand joueur qui marque encore plus l'histoire de l'Euroleague. Maintenant, on aimerait effectivement qu'on aime ou qu'on aime un peu moins Mike James, qui gagne un jour l'Euroleague. Ça récompenserait évidemment toutes ces saisons. Il faut quand même se féliciter d'avoir un mec comme ça en Euroleague, d'un mec comme ça en France à Monaco. Donc il mériterait d'avoir une couronne européenne. 5000, on y accorde une importance quelconque, Nils, Jérém ? Non, pas spécialement. Moi, je m'arrête pas. C'est plus un truc symbolique qu'autre chose. Ouais. Nils, tu t'arrêtes sur les 5000 points de Mike James ou pas du tout ? Non, c'est comme je dirais symbolique, la première place était vraiment importante. Les 5000 points, c'est une barre qui est quand même importante, mais pas plus que ça. Comme Nico, par contre, ce serait bien d'avoir un titre pour valider toute cette carrière, quoi. Cette année, on espère. J'ai pas revérifié en Euroleague, mais en NBA, dans les 10 meilleurs scoreurs all-time de la saison régulière, tu n'as que 2 joueurs qui n'ont pas eu de titre. Tu as Karl Malone, évidemment, et tu as Carmelo Anthony, qui est 10e. Tous les autres sont effectivement avec au moins une bague. L'Euroleague à 20 dès octobre 2025, c'est la dernière rumeur au milieu de toutes les rumeurs NBA Europe, remodelage du continent européen basketballistique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour vous de rajouter 2 équipes dès 2025, donc ça veut dire dans 6-7 mois là. L'Euroleague de 18 à 20, c'est une bonne idée pour le futur, l'avenir. C'est une mauvaise idée à court terme. Dès maintenant, ouais. Pour le moment, on n'est pas encore prêt. Ça rajouterait des matchs supplémentaires. On passerait de 34 à 38 journées. Sauf si tu changes un peu la formule. Si tu changes de formule, si tu mets... tu peux parler de conférence, c'est ça ? Soit effectivement tu restes en round robin où tu joues une fois chez toi, une fois chez l'adversaire, effectivement tu es à 38. Soit tu fais 2 conférences. Tu passes à 30 jours. Pour mettre qui en fait ? Parce que il manque les clubs russes, à juste titre. Donc pour renforcer cette Euroleague, tu peux mettre qui dans quel pays ? Quelle ligue, quel pays peut proposer un club puissant au niveau structure, économique, effectif,
J'ai du mal à voir. Tu peux aller rechercher Valence, évidemment. Valence, ils vont y être. Ça, Dubaï. ils vont remplacer, ils vont gagner l'Eurocup a priori. Donc, Tu peux effectivement, comme Nils le dit, aller chercher les pays du Golfe. ouais, Dubaï, mais sitôt, ça serait peut-être une erreur. Je pense qu'on n'est pas prêt à accueillir Dubaï, comment ça va se fonctionner, les voyages, etc. Donc pourquoi pas sur l'avenir, ça serait un but à atteindre pour l'Euroleague de passer de 18 à 20, mais c'est dans moins d'un an le projet. C'est maintenant. Hein, C'est finalement. maintenant. Ouais. C'est maintenant. Avec qui et comment ça s'organise, ça reste quand même des grosses interrogations. Ouais. Nils, on passe à 20. Ah bah, Nicolas, il est pas prêt à accueillir Dubaï, mais je pense que Polius Miotti-Younes, il est prêt à les accueillir et surtout leur grosse moula, à mon avis. Mais après, à 20. Je suis prêt à accueillir la grosse moula aussi de Dubaï, hein, sans problème. Hein. Oui. Mais à 20, je suis pas sûr du timing. Je suis pas sûr du timing. On est Parce d'accord. que si tu te dis, on passe à 20 et que là, tu as la NBA qui arrive, qui te prend le Real, le Barça et potentiellement d'autres équipes, ça va faire bizarre. Je sais pas. Après, oui, les 20 équipes en Euroleague, pour moi, il y a la place de les mettre. Est-ce que c'est même pas plus qu'il faut aller chercher, faire des conférences? Peut-être. Il y a la place, mais ça veut dire que tu t'orientes beaucoup plus vers une Euroleague encore plus prenante sur le calendrier. Les fenêtres FIBA, ça va être encore la guerre, puisque là, il y avait une sorte de gentleman agreement. Donc, tu rajoutes... Une des deux fenêtres. Pas sur les deux fenêtres, mais sur celle de février, uniquement la celle qui arrive. Ouais, il faut voir comment ça s'articule aussi au niveau des double week, parce que c'est des semaines très très dures quand même à gérer pour le sportif, avec des effectifs qui sont un peu moindres qu'en NBA, les déplacements, etc. On n'est pas encore habitué. Donc voilà, il faut voir ce qu'en pensent notamment les 13 licences A de l'Euroleague. C'est un peu maintenant qui décide de l'avenir de cette compétition. Si tu restes en formule championnat comme on est actuellement, ça fait 4 dates de plus. 4 dates de plus, c'est à minima une double week de plus. Sachant qu'on en a déjà... c'est 2. Hein. Je crois Voilà. que si tu fais 4 journées de plus, normalement c'est 2 double week de plus qui est prévu dans ce projet. Ça veut dire qu'on serait à 11 9. double weeks, ce qui est quand même... 9. On passe de 7 à 9. On passerait de 7 à 9, Ouais. ok. Tu as bien bossé ton calendrier, ça fait plaisir. Mhm. C'est déjà costaud. Déjà 7 double week dans les semaines, tu transpires dans les... C'est pour ça que si tu accueilles une 19e, une 20e équipe, il faut avoir des finances, il faut avoir une structure, il faut avoir un avion privé. Et je pense que maintenant, quand tu te déplaces partout en Europe pour la récupération des joueurs, si tu rajoutes 2 double week en Euroleague, il faut vraiment un poids financier énorme. Trop tôt pour faire le choix d'aller à 20 Non, moi je pense pas. Il faut passer le cap un jour ou l'autre. La question c'est est-ce que Euroleague à 20 égale Euroleague fermée? Est-ce que c'est pas la solution pour essayer de faire rentrer un Donc peu toi, plus de complètement cash? fermé, c'est-à-dire qu'on fait 20 licences, quoi. Pourquoi pas? Et personne d'autre ne rentre à terme. Mais vous les prenez où, les 19e et 20e équipes? C'est ça en fait, parce que le marché espagnol, c'est bon, on va avoir les 4 a priori avec Valence. En France, on est bien à 3. En Italie, il y en a déjà 2, j'en vois pas Tu vas 3. chercher Dubaï, potentiellement si tu fais revenir les équipes russes. Pour moi, il fallait lancer le projet Londres avec les Lions. Ça a été lâché un peu trop tôt. La gestion un peu chelou. Ouais, tu vas chercher à l'Unicaja, ça commence à faire beaucoup d'Espagnols. Mais pour moi, il y a des équipes à aller chercher. Bon, pas convaincu, en tout cas, ou pas encore totalement... À court terme, non, pas convaincu. Je vois le projet à l'avenir, pourquoi pas, parce qu'on parle de ligue fermée, on parle de structuré. Il faut aussi proposer un projet au Real, aux grosses écuries pour l'avenir, parce que, on va peut-être en parler, mais il y a la NBA qui voudrait s'immiscer dans le marché européen, donc il faut structurer de manière cohérente tout ça. Bon, vous nous dites en commentaire, même si a priori, on va en débattre toutes les semaines ou presque, au bruit, selon les rumeurs et les bruits qui vont nous arriver, NBA Europe et Euroleague, sur les reformatages possibles. Dernière question de ce fast. Paris SVL en Betclic Elite, dimanche prochain. Est-ce qu'on regarde? C'est juste avant la trêve Euroleague, évidemment. Est-ce que ça peut avoir une influence sur la fin de saison Euroleague de ces deux équipes? Finalement, la domination en France, puisqu'on a les 2 des 3 premières équipes du classement avec Cholet. Est-ce qu'on regarde dimanche, Jérém? Non, moi je m'arrête pas. Toi, tu regardes pas dimanche, tu t'en fiches? Non, ça va être un match sympa. Est-ce que Nadir va encore assassiner l'Asvel? Bonne question, mais pas grand-chose à dire. Tu regardes, toi, Nico? Il y aura déjà une double week avec dans les dents quand même toute cette semaine avec toutes ces affiches. Pour moi, ça a moins de saveur qu'un match d'Euroleague comme on a vu avec l'enjeu
L'enjeu, il est là en Euroleague. En championnat, on sait qu'il y a la saison, les playoffs, ils y seront les deux. Les 3, 4, 2, 1. Bon, il y a un intérêt, mais moindre qu'en Euroleague parce que chaque match compte. Nils, toi, je sais que tu pars en vacances un peu tôt cette semaine, mais je sais que tu vas regarder dimanche. Non. Non. J'ai essayé, hein, Non, c'est mais- une belle affiche pour la promotion de la Ligue. Mais voilà, si tu me dis que tu préfères l'affiche en Euroleague ou en Betclic, je saurais beaucoup moins. Pour moi, ça serait l'Euroleague. Ok, ce sera quand même l'affiche de la Betclic Elite ce week-end. Ce ne sera pas une affiche de l'Euroleague. On vous donne d'ailleurs tout le programme de cette Euroleague sur Squeak juste après le quiz. Le quiz pour terminer cet épisode du Squeak Talk avant cette Double Week Euroleague, messieurs, un quiz actu, un peu inspiré, c'est vrai, aussi des transferts en NBA. Tu votes déjà Nils? Je vote Nils. Tu votes encore Nils? Ça suffit de voter. J'enlève ça. Alors moi j'ai décidé de voter Jérémy, Nicolas et Nils. Je vote les trois en même temps. Non, c'est ma petite tablette de comptage de points comme d'habitude. Question 1, elle vaut 1 point si vous êtes le plus près. Elle vaut 2 points J'avais oublié cette petite adrénaline des quiz, tu sais. si vous êtes tout pile. Tu as oublié, mais Ça on manque y chaque plonge semaine, dedans. c'est ma petite dose. Est-ce que tu te souviens, Jérémy, du match aller entre Paris et l'Olympiakos? Ah, rapidement, vite fait. Rapidement, vite fait. Ah, peut-être que le rapidement, vite fait va te suffire. Ça à suivre mercredi, évidemment, sur Squeak. Rappelez-moi l'écart du match aller. Quart final? L'écart du match aller. L'écart final. Victoire de Paris, évidemment. Sur quel écart? Ça vaut 1 point. Pour celui qui sera le plus près, ça vaut 2 points. Si vous êtes tout pile sur la bonne réponse, quel était l'écart de points au match aller en faveur de Paris, du Paris Basketball Olympiakos. Allons-y. On a plus 7 pour Nico, on a plus 6 pour Jérém et on a pour Nils un écart de 5 points. Messieurs, il y a une bonne réponse. Sachez-le. Le point, ou plutôt les 2 points de cette bonne réponse vont à Jérémy. Let's go. 96 à 90. Je vois que le quiz... Je me rappelais bien vite fait. Tu vois, ouais, tu t'en rappelais bien. C'est ce qu'il fallait... La chance du débutant. Ça suffisait. Donnez-moi le nom, messieurs, des 3 franchises actuellement classées entre les Lakers et les Mavericks dans le classement de la conférence Ouest. Vous me donnez 3 franchises Entre les deux? entre les deux et vous aurez 1 point par franchise. Il y a 3 franchises. Je vérifie en même temps parce que je l'ai fait hier soir avant l'ensemble des résultats ce quiz, mais je suis quasiment sûr de moi. Pour les 3 franchises qui sont actuellement entre les Lakers et les Mavericks dans le classement de la conférence Ouest. 3 franchises, 3 points à prendre. Et tout va bien. Alors, est-ce qu'on a écrit 3 franchises? Pas encore pour... On est que deux là, attends. Bon, attends, t'as 3 franchises de l'Ouest à écrire. Tu peux avoir un peu de chance assez facilement. Allez, Jérémy, il va falloir écrire. T'as 3 franchises à écrire. Encore 5 secondes de réflexion, évidemment. C'est bon pour toi, Nils, Attends, aussi? moi aussi. Non, c'est pas encore bon. Alors, je te tentine de te dépêcher parce qu'évidemment, on peut nous regarder sur YouTube, mais on peut aussi nous écouter sur les plateformes audio. Donc, ça veut dire qu'il faut que je c'est meuble. bon, allez. Voilà, merci. Et surtout, tu Ça peux devrait pas. tricher pendant ce temps-là. Alors, on a Houston, Phoenix et Sacramento pour Nico. On a les Pelicans, les Warriors et les Kings pour Jérémy. On a OKC, Denver et Phoenix. Bon, t'es allé Pour- trop là, t'es allé trop. Nils. Alors, je vérifie. Nils, tu as 1 point. 1 point également pour Nico. Et un magnifique 0 Let's pour go. Jérémy. À notre cam, c'est l'Euroleague. Hein. Les Clippers, les Timberwolves Ah, les et les Clippers. Phoenix Suns sont actuellement entre les Lakers 5e et les Mavericks 9e. Question 3, 1 point. Carmelo Anthony a lancé cette semaine la campagne de la FIBA pour la Coupe du Monde 2027. Question facile. Où aura lieu la Coupe du Monde 2027? C'est un pays ou une ville qui est attendue? C'est un pays. Dans quel pays aura lieu la Coupe du Monde en 2027? Carmelo Anthony en a fait la promotion du lancement de la campagne pour la FIBA cette semaine. Où aura lieu cette Coupe du Monde en 2027? Messieurs, je vais avoir besoin de vos réponses dans 3 secondes.
Je vois que c'est bon. À ma gauche, au Qatar pour Jérémy, à Abu Dhabi pour Nicolas et au Qatar pour Nils. Bonne réponse de Jérémy et de Nils. C'est effectivement au Qatar qu'aura lieu en 2027 la Coupe du Monde de basketball. Trouvez-moi ce joueur, et là c'est une question de rapidité. Le premier qui répond bon, évidemment, obtient ce point. Trouvez-moi ce joueur, un des 2 seuls joueurs de l'histoire de la NBA à n'avoir joué que pour les Lakers et les Mavericks. Il a joué 22 matchs NBA en tout, entre 2018 et 2021. Donc seulement pour les Lakers et pour les Il a Mavericks. joué que 22 matchs NBA dans sa carrière? Il a joué 22 matchs NBA entre 2018 et 2021. C'est sa carrière NBA. Elle s'arrête là. Ok, et il a joué donc aux Lakers et aux Mavs. Aux Lakers et aux Mavs. C'est le seul joueur qui a fait des... Il joue désormais en Euroleague. Ah d'accord. C'est un des 2 joueurs de l'histoire qui n'a joué que pour les Lakers et les Mavs. Il n'a fait aucune autre franchise. Il joue désormais en Euroleague. Après avoir été champion NBA en 2020. Costas William Gabriel. Antetokounmpo. Et il s'appelle Kostas Antetokounmpo, Nils. Il est grec, Il joue aux Mavs. il porte le numéro 37 et son frère est plus célèbre que lui. C'est effectivement Kostas Antetokounmpo. Bravo Nils, tu prends ce point au classement. Ici, 3 points pour Jérémy, 3 points pour Nils et 1 point pour Nicolas pour l'instant. Question 5. 17 points pour Peter Cornelis ce week-end en Betclic Elite contre Gravelines. Meilleur marqueur de Monaco. Est-ce que 17 points, c'est le record de Peter Cornelis sous le maillot de Monaco? Vrai ou faux? En championnat. Toute compétition Toute confondue. compétition. Est-ce que c'est le record de points de Peter Cornelis sous le maillot de Monaco? Vrai ou faux? 17 points ce week-end face à Gravelines. Je rajoute qu'il a mis 9 rebonds. Il a repris 9 rebonds également. Vrai ou faux? Voyons ça. Vrai pour Jérémy. Faux pour Nico. Et faux, après changement de stylo, pour Nils. C'est faux. Son record est évidemment à 18 parce que je suis bon moteur. Donc c'était Nils et Nico qui marquent ce point. 2 points pour Nico. 4 points pour Nils qui prend la tête de ce quiz. Il avait fait 18 points 2 fois en championnat l'an dernier contre Cholet et contre Boulogne-le-Valois. 6e question. 1 point pour le plus près, 2 points s'il y a un tout pile. Mais là c'est bien plus compliqué. Sur les 8 derniers matchs d'Euroleague, qu'ils ont disputés ensemble, ça veut dire que on ne prend pas le match de Sacha Vezenkov contre le Bayern où il a mis 45 points. Sacha Vezenkov et Evan Fournier ont mis le même nombre de points en cumulé sur les 8 derniers matchs qu'ils ont joués ensemble. Combien de points ont mis chacun Sacha Vezenkov et Evan Fournier? On prend les 8 derniers matchs d'Euroleague qu'ils ont joués ensemble et donc pas le match contre le Bayern où Sacha Vezenkov en a mis 45. Evan Fournier et Sacha Vezenkov ont mis exactement le même nombre de points sur ces 8 derniers matchs. Combien en ont-ils mis? Pas facile comme question, mais je m'ennuyais hier soir pour trouver des questions pour ce quiz. Et il faut donc être bon pour trouver un point pour celui qui sera le plus près. Sur les... C'est bon, t'as réfléchi, Jérém? Jérém, il a le cerveau, tu sais, il y a le petit hamster qui court dans la roue, là. Ah, les cours de maths, c'était... ça va. Chacun. Ils ont scoré le même nombre de points. Combien de points chacun? Oui. Je te demande pas un score cumulé. Ils n'ont pas mis 1000. Ok, c'est bon. Voilà. Je l'ai fait en Ils ont mis le multiplication, même nombre de points. Combien de points? Le hamster est en panne. Là, Le hamster est en panne. complet. Je t'aide, ils ont pas mis 600 points à 2, quoi. C'est un peu moins que ça. Ah, donc c'est 300. C'est 300, c'est bon, j'ai. Allez, vos réponses. 111 à ma droite, 190 à ma gauche et 168 pour Nils. C'est bien Nils, il m'évite les calculs parce que c'est 166. Wow. 166 points chacun. J'ai vu, je crois qu'il y a Evan, il tourne à 21,5 et Vezenkov à 22, un truc comme ça. Alors c'est peut-être un petit peu plus loin puisqu'on doit prendre le match de Vezenkov à 45. En tout cas, sur les 8 matchs qu'ils ont joué ensemble, les 8 derniers, et c'est 20,75 par match, donc 166 chacun. 5 points pour Nils, 3 points pour Jérém, 2 points pour Nicolas. Il reste 3 questions. On cherche un joueur, c'est une question de rapidité. Passer par les Lakers et les Mavericks à nouveau.
Il a joué 1091 matchs NBA, donc ce n'est pas Kostas Antetokounmpo. 1091. Saison régulière et playoff confondus. Il a été 2 fois champion. Il a été 4 fois All-Star. Il a été Jason Kidd. Pas Jason Ah, Kidd. ouais. Il a été Tyson 3 Chandler fois. Non, il a été 3 fois meilleur passeur de la NBA. Vous l'avez compris, on cherche donc un meneur qui a porté le numéro 9 une longue partie de sa carrière. Rajon Rondo. C'est Rajon Rondo. Ouais. C'est une très Ça joue bonne au drop, réponse ça, de Rajon Rondo Nils, qui a fait presque cavalier seul dans ce quiz. Les Cavaliers, où d'ailleurs Rajon Rondo a arrêté sa carrière en 2022. Drafté en 2006 par Phoenix en 21e, c'est à Boston qu'il lance sa carrière. En 2007 avec le titre dans la foulée. Il sera aussi champion avec les Lakers en 2020. Ses initiales sont Rajon Rondo. 8e question. Nils, tu as presque gagné ce quiz, mais pas encore. Tu peux être repris. Question à 4 points. Question à 1 point. Qui a gagné le Squeaky-Co ce week-end? Est-ce que c'est le HTV de Nils Onimus ou est-ce que c'est l'élan béarnais de Frédéric Mazéas? Qui a gagné le Squeaky-Co C'est de la triche de donner la victoire là-dessus. ce week-end? Ça vaut 1 point. Et vous pouvez observer ma poker face pour ne donner aucune indication aux concurrents de ce quiz. Allons-y. L'élan béarnais à ma droite, le HTV à ma gauche, et Nils, tu as écrit l'élan béarnais. Bravo Nils. Tu as bien suivi l'actualité en Pro B, c'est effectivement l'élan béarnais qui s'est imposé ce week-end face au HTV, 99 à 73. Après avoir perdu le match aller à la maison, 76 à 72. Ça fera donc un partout, Nils, entre nous cette saison en Pro B. Et enfin, dernière question. Elle vaut 2 points. Il n'y aura pas de proposition. Contre quelle équipe Luka Doncic est-il rentré en jeu pour la première fois en Liga ACB avec le Real? Contre quelle équipe Luka Doncic est-il rentré en jeu pour la première fois en ACB avec le Real? Je vous aide, c'était le 30 avril 2015. C'est vrai que ça m'aide quand même. Je pense que ça vous aide à fond. Ça vaut 2 points et c'est pour départager Jérémy et Nicolas qui sont pour l'instant ex aequo à la 2e place. Nils, tu as quiz assuré avec tes, Plus serein 7, comme ça. avec tes 7 points. C'est plus facile. Mais est-ce que tu vas écraser ce quiz jusqu'au bout? Contre qui? Allons-y. Contre Saragosse, contre le Barça. Et Nils contre le Barça. Non. On avait cité l'équipe dans cette émission pourtant. C'était Malaga, l'Unicara Malaga. Malaga. C'était l'Unicara Malaga contre qui il est rentré pour la première fois, donc en avril. Victoire de Nils sur ce quiz. Voici les scores. Avec 7 points pour Nils, 3 points pour Jérém et 3 points pour Nicolas. Une petite charade pour le plaisir, Allez. pour terminer ce Squeak Talk, le dernier avant la trêve de l'Euroleague. Mon premier est une note de musique. Jérém, normalement, c'est toi qui remporte les charades. Mon deuxième est... Francisco. Non. Mon deuxième est une grande unité de masse. De masse. Mon troisième n'est pas une femme. Dalton Holmes. Dalton Holmes, absolument. Absolument, Nils, bravo. Mon quatrième était le début de la devise du Barça. Et mon tout est un joueur américain qui a commencé sa saison samedi Si on à peut, mettre, si Nanterre. on peut mettre des joueurs au lit quand même, c'est mieux quoi. Mon premier est une note de musique, le Do. Mon deuxième est une grande unité de masse, une tonne. Mon troisième n'est pas une femme, un homme. Mon quatrième, le début de la devise du Barça, Metz, qui est une club évidemment. Et mon tout est donc Dalton Holmes, qui a démarré enfin avec Paris et qui sera donc un joueur Euroleague cette semaine. Jérémy, tu voulais un joueur Euroleague? Oui, Dalton Holmes va l'être cette semaine. Paris qui joue mercredi, 20h30, face à l'Olympiakos. Mercredi, on aura également Monaco-Baskonia et Valence contre Bourg. Ça commence d'ailleurs dès demain avec Étoile Rouge Asvel dans cette journée d'Euroleague dès mardi. Jeudi, Bayern Asvel. Vendredi, Monaco-Partizan Belgrade. Et Virtus Paris, juste avant la trêve. Ça vaut cher pour tout le monde dans cette Euroleague où les places en play-off et en play-in sont encore très très disputées. Bravo Nils. Je crois que c'est toi finalement qui a éliminé Jérémy au terme de cette émission. C'est Jérémy qui avait Avec cette gagné victoire. finalement.
Avec cette victoire, j'ai le droit suprême de vote, Jérémy. Et la tribu ou moi-même a décidé de t'éliminer. Votre sentence est irrévocable. Désolé Jérémy. Ça se passe comme ça dans le Squeak Talk. On revient la semaine prochaine, évidemment. On aura une invitée spéciale, une invitée à qui on parlera basket. Évidemment, elle n'a pas beaucoup parlé basket dans les médias, mais elle adore l'Euroleague. Elle sera avec nous lundi prochain dans le Squeak Talk. Je vous donne ses initiales, tiens. Essayez de trouver en commentaire. Initiales LT. Voyons si vous êtes très fort en commentaire pour trouver cet invité mystère. À la semaine prochaine dans le Squeak Talk.